Mika Guerrier est avec nous, sport et société. Là, on va parler vraiment d'un sujet qui fait énormément jaser. Un sujet chaud. Mais d'abord, bonne année, mon cher ami. Bonne année, vous Bonne aussi. année. On te souhaite une Chers très, très amis, belle ça année me fait 2026. plaisir. Sujet chaud, t'as raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du temps des fêtes pour regarder cette série qui s'appelle Rivalité passionnée. C'est sur Crave. En anglais, ça s'appelle Heated Rivalry. C'est une série sportive fictive qui parle du hockey. Mais le hockey est relativement secondaire dans toute cette histoire. Explique-nous un peu ce phénomène. Tu as dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du temps des fêtes pour regarder cette série-là. J'ai envie de dire, j'en suis. Pour ceux qui connaissent le cinéma québécois, vous allez comprendre la référence. Là, vous venez de la catcher, hein? Film avec Patrick Huard. Allez voir ça, vous allez comprendre pourquoi. Grosso modo, cette série-là, l'histoire est assez simple. C'est l'histoire de deux joueurs de hockey. D'un côté, on a Shane Hollander, un joueur canadien, superstar aussi, et son ennemi juré, Ilya Rozanov, qui est un Russe. Et les deux, on se demande qui va être le premier choix. Finalement, c'est le Russe qui est le premier choix, choisi à Boston. Le Canadien choisi avec Montréal. Et les deux ont une rivalité intense. Mais aussi, ils partagent un secret. Ils ont des relations intimes ensemble pendant toute leur carrière, ou à peu près, du moins, pendant la série, on voit ce qui se passe. Et il y a un buzz énorme autour de cette série-là pour plusieurs raisons. Déjà, des joueurs de hockey ouvertement gays dans la Ligue nationale de hockey, il n'y en a pas. Non. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein, personne n'est au courant. Et bien, c'est un peu une dichotomie là, de voir que dans la fiction, on a cette trame narrative-là. Dans la réalité, on l'a pas. Et le buzz que ça crée autour de cette série-là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, là, je suis sûr que vous avez à peu près juste ça sur vos réseaux sociaux depuis quelques semaines. Entre autres, ça s'explique parce que c'est une série de Crave qui a été prêtée, qui se présente aussi sur HBO. Donc, il y a à peu près toute la planète. Il n'y a personne sur la planète. Je voyais, entre autres, une publicité en France qui disait « La série s'en vient en France ». Je me dis, voyons donc, depuis quand la France s'intéresse au hockey? Puis tu l'as bien dit tantôt, Fred, le hockey est très secondaire là-dedans. Mais c'est toute l'histoire. Évidemment, une histoire d'amour, ça fait toujours jaser, surtout un public féminin. La communauté LGBTQ aussi se sent interpellée avec cette histoire-là. Il faut dire que les acteurs aussi, pour ceux qui aiment les gars, sont pas laids, ça aide également. Bien, justement, par rapport à ça, socialement, on se rend compte que d'un point de vue cinématographique, on voit toujours l'amour à travers le regard des gars. C'est filmé pour plaire aux gars. On appelle ça, d'ailleurs, en termes de cinéma, le male gaze, c'est-à-dire l'espèce de regard de l'homme un peu libidineux, alors que là, c'est autour des filles de pouvoir regarder aussi des hommes, des athlètes dans un contexte amoureux. C'est complètement différent. Et là où ça devient un phénomène et ça devient intéressant d'en parler ici à RDS, entre autres, outre le fait que c'est présenté sur Crave, c'est que ça confronte aussi un archétype du hockeyeur masculin macho. Parce que cette histoire-là, deux hockeyeurs qui sont des rivaux, on la connaît dans la vraie vie, mais dans le hockey féminin, Caroline Ouellette et sa conjointe Julie Chu, c'est exactement ça. Caroline Ouellette, vedette de l'équipe canadienne, Julie Chu, vedette de l'équipe américaine, deux adversaires qui sont en couple maintenant et qui ont des enfants. Ouais. Mais on dirait que pour les gars, on n'est pas habitué. Puis j'ai parlé à une couple d'anciens joueurs de hockey, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont regardé. Puis même pour des gars hétéros comme moi, c'est quasiment malaisant. Puis on dirait que, wow, OK, on regarde tout ça. Trop explicite? Parce que oui, c'est très explicite, à tel point que les deux premiers... Je dirais pas trop, parce que c'est aussi ça, si on est honnête, qui accroche les gens au départ. Mais après, l'histoire se développe quand même. Moi, ce que je déplore, par contre, c'est juste qu'il n'y a pas assez de scènes de hockey. Tu sais, c'est supposé d'être les deux meilleurs joueurs. Ils ont combien de buts, ils ont combien de passes, on n'en parle pas. Champion, marqueur, recrue de l'année, entre autres. C'est un prétexte, le hockey. Exactement. C'est un message qu'on voulait passer ici. Mais c'est important aussi, parce que dans le contexte où on est présentement, rappelez-vous toutes les soirées thématiques de la Ligue nationale, les soirées, par exemple, en soutien à la communauté LGBTQ, hockey pour tous. C'est en disparition. La Ligue nationale est en train de minimiser ça de plus en plus. On veut pas trop en parler. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue qui ont dit « Ah non, nous, on touche pas à ça pour des raisons religieuses. » Il y a des joueurs d'origine russe aussi. C'est pas anodin là, qu'on parle d'un joueur russe dans cette série-là qui disent « Non, nous, on veut pas participer à ce genre de soirée-là. » Mais la Ligue nationale peut pas ignorer la popularité de tout ça. Il y a très peu d'équipes qui en ont parlé, qui ont surfé là-dessus, parce que c'est vraiment devenu un phénomène social, mais c'est aussi une patate chaude pour la Ligue nationale de hockey. Et j'ai hâte de voir parce que, entre autres, il y a Stobob qui dit la vente de billets de hockey sur leur site a augmenté dernièrement et ils attribuent ça
très probablement à la série en grande partie. Donc, on voit que c'est un phénomène social. Il y a une demande pour ça. Ouais. Oui, pour l'histoire d'amour, mais aussi parce que ça touche le monde du sport. Et détrompez-vous, là, c'est pas juste dans le monde du hockey là, où les joueurs qui seraient gays ne s'affichent pas. Il y en a très peu dans les ligues professionnelles nord-américaines qui ont fait leur coming out. Et qui sait si cette série-là va pas changer les choses. En tout cas, tous les yeux, je vous dirais, de la planète ou presque, sont tournés vers cette série-là. Puis je vous rappelle qu'évidemment, c'est tiré d'une série livre de Rachel Reed aussi. Ça aussi, ça explique l'engouement. Le fait qu'il y avait déjà, ces personnages-là existaient déjà dans l'univers imaginaire du hockey. Et aussi, il y a François Arnaud qui joue là-dessus, qu'on a reçu d'ailleurs pendant le hockey RDS il y a Sophie quelques Nélis semaines. également, la Sophie Nélis également qui joue là-dedans. Donc, tout ça fait qu'on est face à un phénomène, puis j'ai hâte de voir comment ça va se développer et comment la Ligue va réagir. 2 autres saisons, d'ailleurs, ont déjà été signées. Des suites. Exactement. Ouais. OK. Dans la série, donc tu l'as dit, il est question d'un jeune espoir russe qui quitte pour jouer en Amérique. Ouais. Il y en a un bon joueur russe ici avec le Canadien. Il s'appelle Ivan Demidov. On va écouter si tu le veux bien. On passe vraiment du coq à l'âne. Oui, presque du coq à l'âne, tu vas comprendre pourquoi. Oui. Voici Kent Hughes. Pas facile quand tu déménages de l'autre côté du mer, puis dans un pays très différent, puis il y a des ajustements à faire socialement, puis tout, puis tu laisses ta famille en arrière. Alors, avec tout ce qu'il a géré hors de hockey, pour lui d'avoir le succès qu'il a, c'est impressionnant. Puis ça, je trouve ça important, ce qu'il dit, tout ce qu'il a géré en dehors du hockey. Parce que nous autres, on regarde les joueurs de hockey qui viennent d'ailleurs, ils performent pas, on les critique. Mais il y a tout un monde aussi. Tu sais, la série dont on vient de parler, là, attendez-vous pas à la voir en Russie. Là, puis ça, c'est un détail, c'est très précis, là. Mais tout ce qu'il y a autour, la nourriture, les habitudes sociales, la langue, etc. Et de voir Ivan Demidov qui trône au premier rang des marqueurs recrues de la Ligue nationale de hockey, c'est extraordinaire. Moi, je m'attendais pas du tout à voir ça de sa part, de voir à quel point plutôt il est à l'aise, à quel point il s'améliore aussi. Présentement, pour lui, c'est 10 buts, 26 passes, 36 points en 44 matchs. On disait que pour lui, une saison de 50 points, là, ça serait déjà extraordinaire. On est à la mi-saison, messieurs. Il pourrait facilement avoir une saison de 70 points. Un joueur qui n'est pas recru avec le Canadien de Montréal, qui aurait 70 points, ça serait déjà extraordinaire, mais là, on parle d'un joueur recru. Et juste pour vous donner une idée, Beckett Senecki, qui est le deuxième, a 32 points, puis Matthew Schaefer, qui pourrait lui rafler le trophée de recrue de l'année, lui, comme défenseur, a 29 points. Schaefer, honnêtement, entre vous et moi, je pense qu'il est dans une classe à part, mais ça va se jouer pour moi entre lui et Demidov, parce que Demidov, ce qu'il arrive à faire, la régularité aussi avec laquelle il est capable de marquer, mais de créer des jeux et de créer des occasions pour ses coéquipiers. Pas pour rien que Oliver Kapanen, lui, est deuxième buteur chez les recrues. Qui lui dit, messieurs, qui l'eût cru en début de saison? Si je vous avais dit ça, je pense qu'on m'aurait enfermé puis j'aurais perdu ma job. Pour Kapanen, tu veux dire? Pour Kapanen. Je t'aurais cru, moi. Alors, c'est incroyable. Ah ouais, tu m'aurais cru, toi. Je pense que oui. C'est parce que tu crois n'importe quoi que je te dis. OK, merci beaucoup, mon cher Meeker. Salut, Salut bien. Salut, les gars. Très agréable l'année 2000.